Merci bien, merci. Merci, Monsieur Berthet, pour cette présentation très modeste à côté de la biographie de Monsieur le ministre. Et je voudrais profiter de cette tribune, Madame la vice-présidente, pour vous exprimer les profonds regrets de Monsieur le ministre, qui n'a malheureusement pas pu faire le déplacement à Montréal, compte tenu d'un agenda gouvernemental extrêmement chargé en cette période de rentrée, mais également compte tenu du fait qu'au Sénégal, nous avons ouvert la session budgétaire. Et en principe, il doit passer devant la commission technique éducation demain pour défendre le projet de budget 2019. Donc, pour toutes ces raisons, malheureusement, il n'a pas pu, à la dernière minute, honorer votre invitation et m'a demandé de venir vous livrer son message à travers cette présentation intitulée « L'effet structurant de la démarche qualité dans les réformes du système d'enseignement supérieur au Sénégal ». Alors, le plan que nous proposons, il y a une petite introduction. En deuxième partie, système national de promotion de la qualité et de l'assurance qualité. Une troisième partie qui parlera de l'approche méthodologique de mise en œuvre de la démarche qualité. Une petite conclusion sur ce que nous sommes en train de faire au Sénégal dans le cadre des réformes mises en œuvre par le ministère. Alors, depuis 2012, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de mettre en œuvre une réforme d'envergure pour un peu changer la configuration du sous-secteur de l'enseignement supérieur à travers deux programmes principaux. Il y a d'abord le programme de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats de 37 millions de dollars, qui a permis un peu d'accompagner toute la réforme en rapport avec le changement de la gouvernance. Et a permis également de faire signer avec les universités des contrats de performance. Toutes les universités aujourd'hui au Sénégal ont signé avec l'État du Sénégal des contrats de performance et qui ont permis d'atteindre des résultats par rapport à l'efficacité interne, à la professionnalisation, à l'utilisation du numérique dans les contenus d'enseignement. Et depuis 2012 également, nous sommes en train de mettre en œuvre le programme de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ces réformes ont placé la promotion de la qualité et de l'assurance qualité au cœur du système avec la création de nouveaux organes de gouvernance, l'adoption de nouveaux textes et un important investissement en termes d'infrastructures. Alors, le système national de promotion de la qualité et de l'assurance qualité se présente ainsi qu'il suit. Il y a les acteurs que sont le gouvernement à travers la définition de la politique. Il y a aussi les établissements d'enseignement supérieur qui ont des missions de formation et de recherche, mais aussi et surtout l'autorité nationale d'assurance qualité, qui a été mise en place depuis 2011 et qui actuellement est le seul arbitre au niveau national, aussi bien pour le public que pour le privé, pour l'accréditation des diplômes. Et la finalité de cette politique est effectivement d'atteindre les objectifs de développement durable avec comme support l'employabilité des diplômés et l'innovation. Et les valeurs sont l'inclusivité, la collaboration, l'éthique et la déontologie. Schématiquement résumé, c'est le système national de promotion de la qualité et de l'assurance qualité se présente ainsi qu'il suit. Donc vous avez les différents acteurs que sont le gouvernement à travers la définition de la vision, il fixe le cap, l'autorité nationale d'assurance qualité qui est l'organe de régulation et qui donne les accréditations, les établissements d'enseignement supérieur et également le monde socio-économique. C'est l'une des principales innovations de la réforme. L'intégration du monde, la place et le rôle du monde socio-économique dans les organes de gouvernance des universités. J'y reviendrai peut-être plus tard. Et pour les objectifs, il y a la recherche, l'innovation, l'enseignement-apprentissage et les valeurs, l'éthique, la déontologie, l'inclusivité et la collaboration. Pour l'approche méthodologique, nous sommes partis d'un cadre de référence, la définition d'un état de référence, le déploiement d'une carte universitaire, la création d'un cadre de gouvernance centrale, la création d'un cadre pédagogique académique. Donc tout ceci découle d'un diagnostic qui a été fait lors de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2012, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a convié l'ensemble des acteurs du sous-secteur, les enseignants-chercheurs, les étudiants, le monde socio-économique, la société civile, les parlementaires, à un débat national pour faire le diagnostic du sous-secteur
et faire des propositions de solutions de sorte à pouvoir apporter des solutions efficaces aux différents problèmes auxquels était confronté le sous-secteur. Les constats étaient liés à une demande croissante, l'accès à l'enseignement supérieur, avec une carte universitaire encore limitée. En 2012, nous avions 5 universités et écoles polytechniques. C'était ça la situation de départ. Donc le constat général était que la gestion et le pilotage central étaient faibles, ce qui faisait que généralement, le ministère de l'enseignement supérieur était tantôt rattaché à l'éducation nationale, tantôt supprimé, parce qu'il n'existait pas une administration véritable, centrale, pour la gouvernance du sous-secteur. C'était un des constats. La gouvernance universitaire était inadaptée, parce que chaque université au Sénégal disposait de son propre texte de réglementation. Il fallait harmoniser la gouvernance universitaire à travers ces réformes. On avait également constaté une pertinence, une efficacité interne et externe relativement faible et une sous-utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les contenus d'enseignement. Alors, c'est cette concertation-là qui s'est tenue du mois de janvier au mois de mars 2012, avec des débats du 6 au 9 avril 2013, ont permis de formuler 78 recommandations. Mais vraiment des débats inclusifs qui a impliqué tous les acteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait les enseignants, il y avait les étudiants, les personnels administratifs, techniques et de services, les parlementaires, les institutions, le monde socio-économique, tout le monde. Et à l'issue de ces discussions, 78 recommandations ont été formulées. Et sur la base de ces 78 recommandations, le Sénégal, sous la présidence de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, a organisé pour la première fois de son histoire un conseil présidentiel exclusivement dédié à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le 13 août 2013. Et à l'issue de ce conseil-là, il a pris 11 décisions. Et ce sont ces 11 décisions-là, déclinées en 69 directives qui constituent la feuille de route pour le développement du sous-secteur à l'horizon 2022. Et c'est ça qui constitue effectivement les réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Alors, dans le cadre de ces réformes, nous avions constaté que les infrastructures pédagogiques et administratives des universités existantes étaient soit inadaptées, soit obsolètes, soit pas du tout suffisantes pour accueillir le flux de plus en plus important d'étudiants. Donc l'option était, dans le cadre du programme de financement et de gouvernance supérieure, de réhabiliter le cadre pédagogique et administratif de certaines universités, mais aussi d'étendre la capacité d'accueil des autres universités. Il a été constaté, par exemple, à l'UCAD, l'option était, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de réhabiliter tous les amphithéâtres. À l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous avons constitué une nouvelle UFR, c'est l'UFR des sciences de la formation et des sports, complètement construite avec une piscine de standard international. Donc ça, c'était le premier volet. Réhabiliter et augmenter l'existant au niveau des 5 universités existantes. La deuxième option, c'était de créer des pôles universitaires décentralisés. Actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre 2 pôles universitaires. Le pôle universitaire délocalisé de Géoul, qui est rattaché à l'académie de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et le pôle universitaire de Kolda au sud du Sénégal, qui sera rattaché à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et ça permet d'augmenter la capacité d'accueil de ces universités-là qui était très restreinte. La troisième option, combinée aux 2 premières, c'est de créer de nouvelles universités pour accueillir le flux de plus en plus croissant d'étudiants. Nous avons mis en place l'université, la deuxième université de Dakar, l'université Amadou Mahtar Mbow, avec une capacité à terme de 30 000 étudiants et des contenus de formation orientés STEM, sciences, technologies, sciences de l'ingénierie et mathématiques. Une deuxième université aussi créée depuis 2015, l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack au centre du pays, qui est une université à vocation agricole et sous-régionale, parce qu'elle est multisite. L'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum de Kaolack est sur 5 régions administratives du Sénégal, à des campus pédagogiques éparpillés sur 5 régions administratives du Sénégal.
Et elle est installée, compte tenu de sa vocation agronomique, dans ce que nous appelons au Sénégal le bassin agricole du Sénégal, le bassin arachidier, de sorte à pouvoir donner une formation adaptée aux apprenants. À l'horizon 2022, il est prévu de créer une troisième nouvelle université, c'est l'université du Sénégal oriental que vous voyez à l'extrême ouest en rouge, qui aura une vocation de formation dans les métiers des mines, parce que c'est une région du Sénégal où il y a beaucoup de minerais, surtout de fer. Alors, je reviendrai sur l'Université virtuelle du Sénégal, qui est conforme à l'adhésion présidentielle qui nous a demandé d'utiliser le numérique dans la formation supérieure. Mais à côté de ça également, l'autre innovation des réformes, c'est la création d'un réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, avec des formations courtes, baccalauréat plus 2, systématiquement orientées métiers en alternance, 50% en présentiel, 50% en milieu socio-professionnel. La politique à terme vise de créer 14 instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Un institut dans chacune des 14 régions administratives du Sénégal. Pour l'instant, nous avons acquis et sommes en train de mettre en œuvre 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Celui de Thiès, qui existe depuis 2014 et qui a fait sortir au moins 3 promotions, a fini de recevoir ces bâtiments qui sont construits sur la base d'un financement de la Banque mondiale. Il y a également les ISEP de la région de Ziguinchor et de Richard Toll au nord, dont les financements sont acquis depuis 2015 et dont nous sommes actuellement dans le cadre de la mise en œuvre active. Et il y a le 5e Institut supérieur d'enseignement professionnel qui sera installé tout à fait au nord du Sénégal, à Matam, et dont la formation sera orientée à tout ce qui est mine, chimie appliquée à l'agriculture. Donc, à terme, à l'horizon 2022, la politique consiste à mettre en place un réseau de 14 instituts supérieurs d'enseignement professionnel ayant pour vocation de former à des cycles courts, bac plus 2 ans. Et pour le moment, l'option, c'est de ne pas créer de passerelle systématique avec une formation en master ou en licence. Parce que nous avons certes besoin de doctorants et de masters, mais pour porter l'émergence et la politique économique, un pays également a besoin de techniciens supérieurs et dans tous les domaines de développement. Donc c'est ça un peu. Alors, donc je disais qu'à côté de ça, il y a également la création d'une université exclusivement dédiée au numérique, l'Université virtuelle du Sénégal. Et le Sénégal a fait l'option de combiner l'enseignement à distance aux vertus du présentiel. C'est pourquoi l'Université virtuelle du Sénégal va être adossée à 50 espaces numériques ouverts. Il y aura dans chacun des 45 départements du Sénégal un espace numérique ouvert au moins, dans chacun des 45 départements. Et dans les grands départements, nous aurons plus de 1 ENO. C'est ça qui fait que la planification à terme, à l'horizon 2022, c'est d'avoir 50 espaces numériques ouverts interconnectés qui va permettre au Sénégal de disposer en temps réel et en simultané de 21 000 places interconnectées dans tout le pays, en temps réel. Donc il y a l'enseignement à distance, mais également ça permet de garder les valeurs du présentiel parce que les étudiants qui sont orientés à l'Université virtuelle du Sénégal vont trouver à travers les ENO des espaces de socialisation, de rencontres. Et les examens également se font au niveau des espaces numériques ouverts pour que l'on puisse identifier qui fait l'examen et qui ne fait pas l'examen. Et juste pour information, le premier espace, actuellement nous sommes en train de construire 21 espaces numériques ouverts sur l'ensemble du territoire national, sur les 50 prévus. Et le vendredi dernier, le président de la République a inauguré à Kolda le premier espace numérique ouvert du Sénégal. Kolda, c'est ici, c'est le vendredi passé, ça fait juste un peu moins d'une semaine. Et à l'occasion de l'inauguration, parce que les espaces numériques ouverts, j'ai montré tout à l'heure la vidéo, ont chacun une salle de télémédecine pour un peu mettre en avant la dimension service à la communauté. Et lorsque le chef de l'État a inauguré l'espace numérique ouvert de Kolda, nous avons testé en temps réel
une consultation sur un vrai malade interconnecté entre l'ENO de Kolda, un centre de santé à Dakar, à Strasbourg et à Boston. Ça a été fait le vendredi passé quand le président a inauguré l'espace numérique ouvert de Kolda. Alors, pour le numérique également, il y a l'amélioration du numérique avec l'interconnexion. Actuellement, toutes les universités du Sénégal sont interconnectées avec une bande passante Internet de 2 fois 155 mégas, la création de l'université virtuelle du Sénégal, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi, toujours dans le cadre du numérique, il y a la dématérialisation de tous les processus d'orientation à travers la création de la plateforme campusen.sn. Les nouveaux bacheliers n'ont plus besoin de collecter une paperasse pour pouvoir faire leur modalité d'orientation. Après le baccalauréat, que vous soyez à 700 km de Dakar ou à Dakar-Ville, vous pouvez entrer dans la plateforme avec vos notes et vous inscrire. Et c'est la plateforme qui oriente systématiquement tous les bacheliers en fonction des notes et des critères d'éligibilité aux différents UFR qui sont entrés dans la plateforme par les universités concernées. Vous voulez aller en médecine Dakar, si vos notes vous le permettent, vous les entrez, la machine tourne, vous êtes éligible, vous êtes orienté en médecine Dakar sans pour autant bouger. Nous avons également dématérialisé tout le processus de demande de bourse, que ce soit des bourses nationales ou des bourses à l'étranger. Tout se fait au niveau de la plateforme. Quand vous remplissez le formulaire en ligne, le formulaire génère automatiquement un récépissé de dépôt. La commission nationale qui regroupe tous les acteurs se réunit, statue et sort les résultats en ligne et tous ceux qui ont postulé peuvent se rendre compte s'ils ont été retenus ou pas. Toujours dans le cadre du numérique, nous mettons également en œuvre un important programme intitulé « Un étudiant, un ordinateur » subventionné. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dénombré plus de 57 000 bénéficiaires de ce programme national qui permet aux étudiants de pouvoir disposer de notes. Mais par contre, pour les étudiants qui sont orientés à l'Université virtuelle du Sénégal, l'ordinateur et la clé de connexion sont gratuites parce que nous considérons que ces outils-là constituent les principaux intrants d'un étudiant qui est dans une université numérique. Et l'autre élément qui est important également, c'est que les bacheliers, quand ils vont sur la plateforme pour les orientations après le bac, ils sont orientés indifféremment à l'université virtuelle que dans les universités physiques. Ils ont la possibilité de faire 18 choix dans les différentes universités existantes. Et vous êtes orienté, là vous êtes qualifié par rapport à vos notes. Ça peut être à l'Université virtuelle du Sénégal, ça peut être à l'Université de Dakar, comme ça peut être dans les autres universités du Sénégal. Toujours dans le cadre de la promotion du numérique, le Sénégal a quasiment acquis un supercalculateur d'une puissance de 537 teraflops. Et nous sommes en train aussi de mettre en œuvre un ambitieux projet de création d'une télévision numérique ouverte pour l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, évolution de la carte universitaire. Situation de référence 2012, 5 universités physiques, une école polytechnique, 127 320 étudiants, avec un taux d'accès de 9,57%. L'objectif à l'horizon 2002, conformément au programme de développement de l'enseignement supérieur, c'est d'arriver à ça. 5 universités physiques plus 5, ça nous fera 10 universités physiques, une école polytechnique, 4 centres délocalisés, 14 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, 50 espaces numériques ouverts et la Cité du Savoir. J'y reviendrai pour vous expliquer un peu ce que c'est que la Cité du Savoir et son contenu. Où est-ce que nous en sommes en 2018? Nous avons réhabilité entièrement toutes les 5 universités physiques existantes. Nous avons fini de créer l'Université virtuelle du Sénégal qui a sorti sa première promotion. Et pour la petite histoire, quand les sortants de l'UVS ont concouru à l'école normale supérieure avec les étudiants des universités physiques, ils les ont battus en mathématiques. Ils sont sortis premiers en mathématiques à l'école normale supérieure. Nous avons également mis en place 2 centres délocalisés, 5 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, 21 espaces numériques ouverts, et nous avons commencé la mise en place de la Cité du Savoir.
En 2017, nous avons 162 635 étudiants pour un taux d'accès de 11,22% en 2017. Alors, la gouvernance des universités se met en place, je le disais tout à l'heure, c'est d'abord changer la gouvernance et la renforcer au niveau central. Il n'existait pas quasiment une administration centrale pour gouverner l'enseignement supérieur, ce qui rendait facile la suppression du ministère, son rattachement à notre ministère, etc. Parce que l'enseignement supérieur se résumait quasiment à la direction générale de l'enseignement supérieur. Il fallait, pour porter cette réforme d'envergure, mettre en place une véritable administration du sous-secteur. Et c'est dans ce cadre-là que, parce qu'à l'époque, le ministre n'avait quasiment qu'un conseil technique au niveau du cabinet. Il n'y avait quasiment pas de conseil département. Présentement, le ministre dispose de 6 conseils techniques, donc 4 de cabinet et 2 de département. Il dispose également, nous avons créé aussi, en 2014, une direction générale de la recherche et de l'innovation, qui n'existait pas jusqu'en 2014. Il n'y avait pas une direction pour un peu coordonner la politique de recherche et d'innovation du Sénégal. C'est en 2014, dans le cadre de la réforme de la gouvernance au niveau central, que la DGRI a été créée. Il fallait également, pour un peu coordonner tout ce qui est politique autour du numérique, mettre en place un centre au niveau central. Nous avons créé le centre du système d'information pour l'enseignement supérieur, la DCRESI, qui gère tout ce qui est plateforme campusn.sn pour les orientations, tout ce qui est création d'applications pour la dématérialisation de tous les processus, aussi bien pour les bourses, etc., l'interconnexion des universités. Ces directions-là ont été créées dans le cadre du renforcement du modèle de gouvernance au niveau central. Et en 2015 également, nous avons voté à l'Assemblée nationale ce que nous avons appelé la loi relative aux universités, qui change complètement la physionomie de la gouvernance au niveau des universités. Jusque-là, chaque université disposait d'un décret portant organisation et fonctionnement, mais il n'y avait pas une loi qui un peu harmonisait la politique au niveau central. Ça a été fait en 2015, avec comme principale nouveauté l'instauration systématique dans toutes les universités d'un conseil d'administration dans lequel les universitaires ne sont pas majoritaires, la première fois. L'autre nouveauté, c'est que les conseils d'administration dans les universités sont systématiquement présidés, et également le vice-président, sont systématiquement issus du monde socio-économique. Systématiquement. Ça n'a pas été facile du tout. Ça nous a coûté beaucoup de semaines, de mois de grève, beaucoup de négociations qui ont parfois tiré en longueur, mais il fallait le faire. Parce que l'université, quand même, est pour la société. L'université forme pour la société. Il était quand même normal que le monde socio-économique pour lequel nos établissements d'enseignement supérieur forment puissent avoir leur mot à dire par rapport aux orientations dans les contenus de formation. Finalement, la loi a été votée et sur la base de cette loi-là, maintenant, il y aura des décrets d'application qui seront propres à chaque université dans le cadre de la gouvernance interne, mais il y aura au moins un cadre central de gouvernance des universités. Et également, toujours dans le cadre de la gouvernance, les universités ont fini d'élaborer, chacune en ce qui la concerne, des plans stratégiques de développement. Toutes les universités. Et autour du directeur général de l'enseignement supérieur, existe maintenant désormais la conférence des recteurs. Ils se réunissent tous les mois pour échanger un peu par rapport à la gouvernance et à la mise en œuvre de la politique. Et nous avons actuellement un important projet de création d'un conseil national de la recherche, de l'innovation, de la science et de la technologie, qui est une des recommandations du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Le cadre pédagogique académique, nous avons adopté ce qu'on appelle la réforme de Bologne avec les lois et décrets du LMD, licence, master, doctorat. Et l'une des principales recommandations, l'une des principales décisions du Conseil présidentiel, c'est la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les STEM. Les sciences, la technologie, les mathématiques et les formations professionnelles courtes. La professionnalisation des filières à vocation générale. De 2012 à maintenant,
nous avons, dans le cadre de l'application de cette directive présidentielle, créé au niveau des universités, les universités ont mis en place, au total, 253 filières professionnalisantes. Et ça, compte tenu d'un important programme que nous mettons en œuvre dans le cadre du programme du plan Sénégal émergent, c'est l'alignement des offres de formation sur les besoins du monde économique. Et dans le cadre de ce projet phare du PSE, il y a un programme qui s'appelle le PSEJ, le programme pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui est une sorte d'incubateur au niveau national, qui a pour objectif de former 1000 jeunes à partir du master, vraiment les accompagner à pouvoir monter leur propre entreprise. Pour garantir la qualité dans cette politique, parce que c'est quand même important, je le rappelle, nous avons mis en place une autorité nationale d'assurance qualité, qui est le seul arbitre. Monsieur le ministre aime appeler l'ANAQ le douanier. C'est le douanier par lequel tout passe, que ce soit public ou privé, c'est l'ANAQ qui accrédite tous les diplômes au niveau de l'enseignement supérieur du Sénégal. Indépendante, qui fait ses rapports et les rend publics. Il ne s'en réfère pas à la validation de monsieur le ministre. Il dispose d'un comité scientifique qui valide l'ensemble des rapports, des évaluations externes qui sont faites au niveau des universités. La mission principale de développer la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité, améliorer de façon continue la qualité des enseignements et leurs programmes, témoigner de la qualité des enseignements et leurs programmes, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et leurs programmes de formation. Quelques chiffres, entre 2013 et 2018, nombre de dossiers de candidats traités 650, nombre d'auto-évaluations réalisées par les établissements d'enseignement supérieur, parce que dans le cadre de la politique également, au-delà de l'ANAQ, chaque université, chaque établissement, devrait dire d'enseignement supérieur, que ce soit même public et privé, dispose d'une cellule interne d'assurance qualité. Donc le nombre d'évaluations, d'auto-évaluations réalisées, 450, et le nombre d'évaluations externes réalisées par l'ANAQ, 400. Amélioration de l'environnement juridique. Donc, avec cette loi qui met en place l'ANAQ, il y a une institutionnalisation de la démarche qualité dans les établissements d'enseignement supérieur. Et ce principe-là a été rappelé dans la loi sur les universités qui a été votée à l'Assemblée nationale en 2015. Nous avons également pris un décret portant reconnaissance, équivalence des diplômes au Sénégal. Et c'est grâce d'ailleurs à ce décret-là que maintenant, que ce soit des étudiants qui sont diplômés des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés, peuvent faire les concours nationaux, que ce soit le concours de l'École nationale normale supérieure qui est devenue la FASTEF ou l'École nationale d'administration. L'essentiel, c'est que le diplôme soit accrédité par l'ANAQ-Sup. C'est une question d'équité. Autre évaluation, donc je disais tantôt au début de mon propos, que toutes les universités ont signé avec le ministère des contrats de performance qui sont régulièrement évalués. Je pense que même actuellement, le programme est en train d'évaluer, d'auditer les contrats de performance des universités parce que le programme qui accompagnait les CDP des universités prend fin en décembre 2018. Donc tous les CDP des universités sont en train d'être audités dans le cadre de ce programme. Et nous également, au niveau central, le ministre évalue les réformes tous les 6 mois. Tous les 6 mois, nous évaluons l'état de mise en œuvre des réformes. Et le résultat de cette évaluation-là, il le présente demain à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il passe devant le comité, la commission technique éducation Assemblée nationale ou la commission finance dans le cadre du vote du budget, il fait le point de l'état d'évaluation de la réforme. Et à côté de ça, il y a un peu moins d'1 mois en Conseil des ministres, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre d'organiser un conseil interministériel pour évaluer l'impact des réformes sur l'enseignement supérieur et la recherche, les 11 décisions et les 69 directives. Donc, nous avons envoyé toute la documentation relative à l'organisation de ce conseil interministériel et nous attendons qu'une date nous soit proposée pour que Monsieur le ministre puisse défendre le bilan des réformes
Alors, j'ai parlé tout à l'heure des cellules internes d'assurance qualité qui constituent l'interface entre l'ANAC et les établissements, une sorte de bras technique des plus hautes autorités, etc. Sur ces questions-là, ce n'est pas pour me dédouaner que je le dis, mais il y a plus sachant que moi dans la salle, parce que je suis venu avec, dans la délégation, le responsable qualité de la plus petite université du Sénégal, parce qu'elle n'a que 85 000 étudiants, l'université Anta Diop de Dakar. Donc c'est des questions par rapport auxquelles il pourrait peut-être revenir beaucoup plus amplement. Mais pour l'essentiel, ce qu'il faudrait noter, c'est que chaque université, et même les établissements publics d'enseignement supérieur, disposent d'une cellule interne d'assurance qualité. Je vais devoir aller plus vite. La réforme aussi concerne la recherche et l'innovation. Je disais que jusqu'en 2014, il n'existait pas une direction générale pour piloter la politique de recherche et d'innovation. C'est en 2014 qu'elle a été créée. Nous sommes en train de mettre en place des dispositifs réglementaires à travers des décrets portant sur les écoles doctorales et les laboratoires. Nous avons également mis en place 2 fonds pour accompagner tout ce qui est recherche, mais une recherche orientée sur les besoins du plan Sénégal émergent. Il y a le fonds d'impulsion pour la recherche scientifique et technique qui finance tous les projets de recherche, mais nous avons également mis en place un fonds spécialement dédié aux femmes chercheuses et aux femmes doctorantes, c'est le PAPES. Donc ce fonds-là ne finance que les doctorantes et les femmes chercheurs. Ça, c'est des instruments de financement pour la recherche. Alors, nous sommes en train de mettre en place la Cité du Savoir avec l'acquisition d'équipements scientifiques lourds, mais qui seront mutualisés au niveau de la Cité du Savoir que nous sommes en train d'édifier au niveau de l'Enseignement supérieur, je vous fais passer de la recherche vidéo, et de l'innovation vous présente la Cité du Savoir dans la nouvelle ville de Diamniadio. Cet ambitieux projet entre dans le cadre de la mise en œuvre de la décision numéro 3, prise à l'occasion du Conseil présidentiel du 14 août 2013 par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Décision numéro 3. Il s'agit d'améliorer le pilotage du système d'enseignement supérieur et de recherche et de réformer la gouvernance des établissements publics d'enseignement supérieur. Situé dans le premier arrondissement du pôle urbain de Diamniadio et aménagé sur 14 hectares, la Cité du Savoir est une Smart City divisée en 5 espaces. Un espace gouvernance et évaluation, un espace recherche, innovation et transfert de technologie, un espace infrastructure, technique, de partage et d'apprentissage, un espace de promotion de la culture scientifique et un espace conférences et services. L'espace gouvernance et évaluation est composé du siège du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que toutes ses directions générales, directions et services rattachés, et du siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, ANAQ-Sup. L'espace recherche, innovation et transfert de technologie comprend le siège du Centre national de recherche scientifique, CNRS, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, ANRSA, des incubateurs, le bâtiment de démonstration éco-pavillon terre, TIFA, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'Agence nationale de l'aquaculture, l'Institut des sciences et technologies avancées, ISTA, incluant la plateforme d'appui technique à la recherche et l'innovation pour l'émergence Patrie et des laboratoires mutualisés, et une partie du campus universitaire franco-sénégalais. L'espace infrastructure technique de partage et d'apprentissage comporte l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP de Diamniadio, l'Institut africain des sciences mathématiques, l'AIMS, le Centre de mutualisation et de partage, CMP, qui accueille le supercalculateur. Un espace numérique ouvert, ENO. Le siège de l'Université virtuelle sénégalaise,
le siège du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, l'espace de promotion de la culture scientifique intègre la Maison de la Science avec un aquarium géant, un planétarium, un observatoire astronomique et des espaces de démonstration scientifique et technique, une bibliothèque publique, une médiathèque et un arboretum. L'espace conférences et services comprend un hôtel et ses dépendances, un centre de formation et de renforcement de capacité, des services, un centre médical et une salle d'activité physique et sportive. Avec son aménagement extérieur, la Cité du Savoir est dans sa conception une cité verte dans laquelle le cadre de vie prend en compte l'environnement et le développement durable. Je suis désolé, mais je vais devoir continuer parce que il ne me reste pas beaucoup de temps. Juste pour dire que nous avons entamé la mise en œuvre de la Cité du Savoir. Les travaux pour la construction de la Maison de la Science sont très avancés. La médiathèque est presque terminée. Le siège de l'UVS également c'est quasiment finalisé. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio est en cours le centre de mutualisation et de partage sera réceptionné à la fin du mois. Donc pour vous dire que nous sommes dans la phase active de mise en œuvre de la Cité du Savoir, avec toutes ses composantes. Pour faire toutes ces réformes, il faut des ressources. Quand le président a pris les 11 décisions, l'arbitrage qui avait été fait à l'époque, c'était de mobiliser 302 milliards de francs CFA pour le financement de l'ensemble des réformes. Quand nous avons fait la dernière évaluation, ce qui a été mobilisé en termes de financement, aussi bien sur ressources propres, dans le cadre du BCI, le concours des partenaires techniques et financiers, mais aussi en PPP, nous en sommes actuellement à plus de 430 milliards de mobilisés pour la mise en œuvre des réformes sur l'enseignement supérieur. Il y a également tout ce qui est politique d'internationalisation, avec la participation à beaucoup de réseaux de développement de centres d'excellence. Nous en comptons actuellement 2 à l'UZB sur l'informatique et les mathématiques, et un centre d'excellence labellisé Banque mondiale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons également, pour accompagner la politique de recherche, abonné à des bases de données, Scorpus, Kern Info, et ces bases de données-là sont disponibles au niveau de toutes les universités. Ils peuvent se connecter, avoir accès à toutes ces bases de données internationales. Il y a également le site de l'ANAQ-Sup où ils publient l'ensemble de ces rapports. Et toute une politique aussi de communication pour accompagner les réformes, parce que réformer, ce n'est pas évident, surtout si vous le faites dans un secteur aussi compliqué. Donc nous avons au niveau du ministère une cellule de communication spécialement dédiée à la communication dans le cadre de la mise en œuvre des réformes. En conclusion, je dirais que cette réforme que nous sommes en train de mettre en œuvre a permis de renforcer la gouvernance et le pilotage du système, aussi bien au niveau central qu'au niveau des universités, d'améliorer la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur à travers leurs programmes de formation, mais aussi de développer la flexibilité et de renforcer l'attractivité et la confiance des parties prenantes. Pour y arriver, il a fallu un support, un appui fort de la plus haute autorité. C'est à travers le Conseil présidentiel que le chef de l'État a pris les 11 décisions, a fixé la feuille de route pour la mise en œuvre des réformes. Mais il faut également le faire dans le cadre d'une démarche inclusive, participative, qui implique l'ensemble des catégories d'acteurs, les enseignants, les étudiants, la société civile, le monde socio-économique, les parlementaires, et tout ceci à travers une bonne communication avec l'ensemble des acteurs. Les principaux défis, le financement, l'adhésion des parties prenantes, la clarté, la souplesse et la crédibilité de la démarche. Bon, je pense que je n'aurai pas le temps de vous présenter la vidéo sur l'ENO.
je pense que si c'est fini, je vais malheureusement devoir m'arrêter là. Ça a prouvé que l'UVS est déjà mise en place depuis 2013. Et heureusement... Merci pour votre aimable attention. Ce sera peut-être une prochaine de l'honneur. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant sur ces réformes impressionnantes qui ont été mises en place en relativement peu de temps. Et il nous reste quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Donc, y a-t-il des questions pour Monsieur Sow? Pas de questions, parfait, tout est clair. Sinon, je pourrais faire passer la vidéo s'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que l'exposé était super clair. Eh bien, très bien. Je vois que ça a été soit pas du tout intéressant, soit extrêmement clair. Ce qui fait que je disais que s'il me restait peut-être 2 à 3 minutes, je pourrais faire passer la vidéo sur le nom. Oui. Écoutez, je vous félicite pour avoir réussi à mettre en œuvre toutes ces réformes, mais ma question concerne les enseignants, parce que pour réussir à implémenter tout ça, j'imagine que vous avez dû réussir à convaincre les enseignants, les professeurs dans les universités. Comment avez-vous réussi à les fédérer à ce projet? Alors, j'en ai parlé tantôt avec beaucoup de discussions. Ça n'a pas du tout été facile. Et pour la petite anecdote, quand il s'est agi de faire passer le projet de loi portant relatif aux universités, la loi a été même brûlée publiquement. Dans le cadre de grèves extrêmement dures, mais il a fallu tenir bon. Aller au débat, aller au dialogue, échanger avec eux, et ce qui a permis de nous réunir autour d'une table avec l'ensemble des parties prenantes pour signer des accords. Des accords que nous suivons régulièrement avec eux dans le cadre de la mise en œuvre. Et quand nous avons fait la dernière réunion d'évaluation de la mise en œuvre des accords, c'était il y a à peu près 2 mois, et il ne restait qu'un point à la mise en œuvre. C'était sur la retraite. Parce qu'actuellement au Sénégal, dans le cadre de ces réformes-là, ça a déjà démarré, un enseignant qui va à la retraite va garder 85% de son dernier salaire. Ça a démarré, mais de façon graduelle, actuellement 70%, mais à terme, c'est 85%. Et pour ça, nous avons été obligés de mettre en place un fonds de retraite pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là, les enseignants qui sont partis à la retraite avant que ces accords ne soient signés. Donc, c'était beaucoup de discussions, beaucoup de communication, dialoguer avec eux, mais tenir bon. Parce que du moment où nous étions convaincus que le cap était le bon, il fallait le tenir et aller au débat, être ouvert, échanger avec tous les acteurs. Ça n'a pas été facile avec les enseignants et ça a été tout au plus difficile avec les étudiants. Parce qu'on s'est dit, l'État ne peut pas s'engager à mobiliser 302 milliards pour financer la réforme et que les autres acteurs ne cotisent pas. Au Sénégal, jusqu'en 2012-2013, les inscriptions, c'était 4 800, moins de 5 000 francs. 5 000 francs, c'est 10 dollars canadiens. Enfin, même pas. Même pas. Ça a été multiplié par 5 du jour au lendemain pour les étudiants de la licence. C'est passé de 5 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Pour les étudiants du master, c'est passé de 5 000 francs à 50 000. Et pour les étudiants de doctorat, de 5 000 francs à 75 000. Ce n'était pas facile. Mais il fallait que tous les acteurs puissent contribuer au financement des réformes. Ça nous a valu beaucoup de grèves, mais il a fallu tenir bon. Et puis finalement, c'est entré dans les mœurs, tout le monde l'accepte. Parce que moi, j'ai salué toujours en disant que mais ce n'est que dans ce pays-là que l'on voit quelqu'un qui est titulaire d'un doctorat en médecine avec 35 000 francs CFA. C'est 7 ans d'études en médecine, c'est 5 000 francs d'inscription par an.
7 fois 5, c'est 35 000, vous avez un doctorat en médecine, mais ce n'est pas sérieux. Il faut que les acteurs puissent quand même contribuer à leur financement de sorte que l'on puisse aller vers l'efficacité du système. Voilà, merci pour votre question, Madame la Présidente. Oui, Mme Tal. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par féliciter mon compatriote Sow pour sa belle présentation, pour avoir mis en exergue cette politique de réforme de l'enseignement supérieur au Sénégal. Je voulais juste confirmer et appuyer tout ce qu'il vient de dire. Étant professeur de qualité au niveau des institutions privées du Sénégal, je voulais juste appuyer cela en disant que non seulement au niveau de l'enseignement supérieur, il y a la mise en place de systèmes, des démarches qualité dans les institutions de formation, mais aussi au niveau des enseignements, au niveau des institutions privées aussi, ils sont très en avance et ils mettent en place des systèmes de démarche qualité, des systèmes de management de la qualité. Non seulement ils mettent en place des systèmes de management de la qualité, mais ils préparent les futurs professionnels, les masters qui vont bientôt sortir de leurs institutions pour aller travailler dans des entreprises. Ils les préparent déjà aux nouveaux référentiels qualité en mettant en place de nouveaux modules de formation tels que la métrologie, la science de la mesure. Donc, moi qui vous parle, je suis professeur de métrologie dans des organisations comme l'Institut supérieur de Dakar, comme l'EGIP, qui est une institution privée. Donc, c'est juste pour confirmer ce qu'il vient de dire, comment les institutions universitaires du Sénégal sont préparées à assurer, à mettre en place des systèmes d'assurance qualité pour la performance de l'éducation au Sénégal. Encore une fois, toutes mes félicitations, M. Sow, pour votre belle présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons passer au conférencier suivant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.